3, putain, le bêtisier. 1. Ça commence bien cet épisode. Bienvenue à tous dans Les Icônes de l'Immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes de conseillers immobiliers ou agents immobiliers français. Aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que ça fait 2 ans que j'essaie de la voir sur le podcast et donc elle aura attendu la saison 2 pour venir. Je vous présente, si vous ne la connaissez pas encore, Karine Tavares. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Et effectivement, on a mis du temps, mais on sait ce que c'est. Il faut savoir se faire désirer. Voilà. Salut Karine, bienvenue. Salut Céline. Et puis évidemment, je suis avec ma très chère et tendre épouse Céline, comme d'habitude, inséparable. Exactement. Voilà, comme le duo Chuck. Exactement, 2 petits tourtereaux. Bon alors, super, je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir leur donner plein de bons conseils pour arriver à réussir leur carrière dans l'immobilier. Parce que tu as... Alors moi, évidemment, j'aimerais qu'on commence par ton histoire parce que moi, ce qui m'a vraiment plu chez toi au moment où on s'est rencontrés, c'est vraiment tout ton parcours. Et c'était, en tout cas pour nous et pour moi, un vrai plaisir de te coacher parce que je pense qu'on en parlera aussi, mais tu as une activité de coaching maintenant. Et je pense que tu étais une coachée idéale et qui, du coup, ne peut faire qu'une coach idéale maintenant. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà. J'en perds mes mots, purée. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ton parcours? Comment t'en es venu à l'immobilier? On a 2 heures, c'est ça? Ouais, c'est bon. C'est ça. On est large. On a tout notre temps. Donc, je suis Karine Tavares, je vais avoir 51 ans dans une semaine. Non, dans un mois, pardon. Oh, je suis vraiment perturbée. Arrête de me regarder comme ça, Julien. Donc, j'ai 51 ans, je suis maman de 2 enfants. Ma fille est née à 25 ans, mon deuxième à 13 ans. Et je suis commerciale maintenant depuis 35 ans. Donc, j'ai eu une carrière commerciale hyper large dans des domaines ultra concurrentiels qu'on adore, la bureautique, l'informatique, la communication. J'ai une expertise en communication digitale avec tout ce qui est référencement Google, SEA, SEO. On ne va pas rentrer dans la technique maintenant, mais du coup, j'ai beaucoup d'appétence pour les réseaux sociaux, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent et comme tu le sais, Julien, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus. J'ai créé ma première entreprise en 2008, donc je suis entrepreneur depuis 15 ans maintenant. Donc une première entreprise dans l'automobile, rien à voir avec l'immobilier, avec des salariés, etc. Et je fais, je vais les tuer tous là tous les jours et que c'est compliqué, la gestion de l'humain, mais bon bref, j'ai beaucoup appris. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'immobilier avec le réseau IAD. Et du coup, j'ai pris, on va dire, l'opportunité en main. J'ai mis du temps avant de me lancer. Et quand j'ai fait ce choix, c'était vraiment mûrement réfléchi. Et j'avais envie de dire, c'était dans la continuité de tout mon parcours commercial, où l'idée d'accompagner des gens, d'accompagner de l'humain, pour moi, c'est hyper important. Même si avant, tu étais, pour le préciser, un peu plus dans le B2B. J'étais que dans le B2B. J'ai vraiment fait toute ma carrière commerciale vraiment B2B. Ça me manque, en toute sincérité. Moi, j'aime beaucoup le B2B, j'aime beaucoup le monde de l'entrepreneuriat. Donc voilà un parcours un petit peu professionnel assez large. À côté de ça, ex-sportif de haut niveau, 15 ans d'athlétisme à haut niveau national, 5 ans en art martial Vovinam, 2 fois championne de France dans ma catégorie en combat. J'étais qualifiée pour la Coupe d'Europe, mais le travail, parce que je travaillais en même temps à côté, j'ai pas pu y aller, mais peu importe. J'ai été aussi précurseur, si on peut le dire comme ça, oui. En 2001, puisque j'ai créé un site internet déjà à l'époque. Autant vous dire que c'était quelque chose de créer un site en 2001. C'était le web 1.0 là. C'était vraiment à l'arrache. Et j'ai créé un site internet qui s'appelait Maman Solo, puisque j'élève seule ma fille aînée depuis sa naissance. Et du coup, j'ai créé ce site et ça a pris une ampleur incroyable. J'ai fait des plateaux télé, des émissions en veux-tu, voilà, sur Canal+, France 2, etc. Et du coup, j'ai même été plébiscitée par Marabout pour écrire un livre. Trop bien. Donc, j'ai écrit un bouquin qui était sorti en 2004 ou 2005, je crois. C'était il y a une éternité. Mais j'ai toujours eu cette envie d'accompagner les gens, d'aider. Et ça c'est un peu ma ligne de conduite avec le sport, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et du coup, tu es rentré chez IAD à quelle date? Quelle période? En 2019, au printemps 2019. Donc là, je suis dans ma 6e année. Et comment t'en es arrivé à l'IMO, du coup? Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur? Alors, on va dire que j'ai toujours kiffé l'immobilier, mais le déclencheur, c'est que je venais de me séparer avec le père de mon fils. Donc, je recherchais un appartement et j'ai rencontré une conseillère immobilier chez IAD qui m'a fait visiter les appartes. Et en fait, on a beaucoup discuté. J'aimais bien son approche, etc. par rapport à ce que j'avais pu voir par ailleurs, parce que j'ai beaucoup acheté et vendu à titre perso depuis pas mal d'années.
Et je me suis dit, mais ça m'a interpellée. Et en fait, elle a dit un mot magique. Elle m'a parlé de marketing de réseau. Et moi, je fais du marketing de réseau depuis tu connaissais déjà plus le de modèle. 20 ans. Je connais le modèle économique avec le bien-être, Thermomix et tout ce bazar-là. Et en fait, ça m'a interpellée. J'ai fait, mais attends, ils font du marketing de réseau avec de l'immobilier. Et là, je me suis dit, putain, les mecs qui ont créé ça, c'est pas des coronesses qu'ils ont, mais c'est une idée de génie, quoi. Et comme je suis une incorrigible curieuse, dès que je suis rentrée chez moi le soir, j'ai tapé sur Internet, j'ai cherché. Et là, j'ai fait, waouh, mais c'est un truc de fou. Plan économique, licenciement économique. En plus, dans ma boîte, je faisais partie d'un plan, etc. Je fais, mais les choses n'arrivent jamais par hasard. Enfin, moi, je suis très tournée vers tout ce qui est, on va dire, à la loi d'attraction, ce qu'on peut bouger comme énergie, etc. Et je me suis dit, les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, j'ai décidé de me reconvertir dans l'immobilier. Et c'est depuis une sacrée aventure. Oui. Donc, tu n'étais pas allé choisir du coup une agence vitrée, fixe, etc. Alors, c'est ce marketing de réseau qui me plaît. Je voulais pas d'agence fixe pour une raison simple. C'est que moi, ça fait des années que je suis indépendante et je ne me voyais pas retourner dans un cadre avec des obligations d'horaire, etc. Quand tu as goûté à la liberté, quelque part, c'est un petit peu dur de revenir en arrière. Puis tu as une vie de maman aussi. Et puis j'ai une vie de maman. Bon, après, ça j'ai envie de dire, moi qui suis une pro de l'organisation, tout s'organise, tout se gère. En tant que maman solo entrepreneur, tu es obligé de savoir où mettre les cases. Mais par contre, je suis allée voir plusieurs réseaux de mandataires pour voir un petit peu. Tu as quand même fait un comparatif au démarrage. Alors, comparatif. Déjà, voir un petit peu comment ça se passait, etc. Mais IAD, c'est quand même eux qui ont lancé vraiment ce modèle économique en France. Ils avaient des outils de formation, etc. qui sont encore aujourd'hui vraiment hyper intéressants. Et voilà, et donc je me suis lancée. J'ai décidé c'était après tout le réseau qui me correspondait plus en termes de valeur. Et je suis rentrée chez IAD. Je n'ai pas bougé depuis, parce qu'il y en a beaucoup. Ils font des sauts de puce toutes les 5 minutes. Il y en a, c'est le mercato chaque été. Là, on a le mercato de l'immobilier. Alors, je passe de ce réseau. C'est ça. Et du coup, tu es dans quel secteur alors ? Alors, moi, je travaille sur la vallée de Chevreuse, Orsay, Gif, les Ulysses, Bure-sur-Yvette, voilà, ce coin-là. Okay. Tu vends plutôt de la maison, de l'appart ? Les deux. Ok. Ouais, je suis pas de préférence ? Non, en fait, parce que des fois, je vais vendre beaucoup de maisons. Je dis, c'est bien la maison, mais l'appart, ça me manque. Et quand je vais vendre plein d'apparts, je vais, c'est bien l'appart, mais la maison, c'est sympa aussi. Okay. J'aime assez la mixité. Puis, je suis sur une zone géographique où on a vraiment les deux. D'accord. Donc, autant en profiter. Et prix mètre carré, du coup, vers chez toi, ça tourne vers quoi ? Alors, ça dépend, parce qu'on a des communes où on va avoir un prix au mètre carré qui va plutôt approcher les 4 000 €. Okay. Et puis, on a des parties appartements, par exemple aux Ulysses, qui est une commune un peu plus tournée vers le social, où on va être plus à 2 500 € du mètre carré. D'accord. Ça, c'est intéressant d'en parler, parce qu'on va parler, on en avait parlé ensemble la dernière fois au téléphone, mais on parlait pour évaluer un conseiller immobilier, sa compétence. Et moi, je disais, et j'ai toujours dit, il ne faut jamais regarder le chiffre d'affaires d'un conseiller, parce qu'on peut avoir un conseiller qui va faire un gros chiffre d'affaires sans pour autant faire un gros volume d'affaires. Et oui, tout dépend du secteur. Exactement. Donc, si les coms sont plus élevés, exactement. il peut faire que 5 ventes dans l'année et il fait le même chiffre de quelqu'un qui en fait 15. Mais long débat avec exactement. Les confrères et les consoeurs, parce que ceux qui font du gros chiffre d'affaires mais qui vont te faire que 10 ventes, bien sûr. Ils vont te dire, oui, mais vendre des maisons à 1 million, 1,5 million, c'est plus dur que de vendre 1 million à 400 000. Pour être à Dubaï, je peux te dire que ce n'est pas le cas. Non, mais c'est vrai, clairement. Nous, on vendait bien aussi à des prix plus élevés. Ça n'a absolument rien à voir. Non, mais en tout cas, pour moi, c'est difficile de comparer un conseiller qui fait une vingtaine de ventes, 20, 25, 30, avec quelqu'un qui en fait que 8 ou 9 par an. Oui. Parce que du coup, en termes d'organisation, c'est quand même complètement différent. Et puis, quelqu'un qui en fait 25, t'imagines, c'est des rendez-vous vendeurs, beaucoup plus de rendez-vous vendeurs, etc. Donc, on peut mieux évaluer quelqu'un. Voilà. Après, tant mieux, il a un super bon secteur. Je dirais même que quand tu commences, c'est quand même peut-être bien et judicieux de regarder ton secteur et de savoir peut-être le panier moyen de la com, ça peut être intéressant pour le coup. C'est un peu comme quand tu arrives et que tu dis à un conseiller, t'as combien d'exclus, il te dit, moi je suis à 100%, t'as combien de mandats ? 3. Et ouais. Ah, bon. Forcément, okay. Et laisse-moi deviner, c'est que des copains. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai, parce qu'on parlait justement de comment évaluer les conseillers IMO. Moi, j'ai toujours valorisé tes résultats auprès des gens quand j'étais en formation ou autre. Et je disais, regardez Karine, ce qu'elle fait commercialement, c'est très bien. Ouais. Et c'est vrai, notamment chez IAD, mais pourtant on n'en entend pas toujours parler.
Et je dis oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la personne va pas être sur le podium dans son réseau qu'elle n'est pas plus compétente que peut-être le top 10, le top 20, le top 30 même de son réseau. Sachant que également, on peut avoir aussi tous nos envies. C'est-à-dire, on peut être très compétent. Ça, c'est là-dessus que j'allais rebondir en fait. Il y a un choix de vie aussi. Exactement. Il y a un choix de vie. C'est vrai que oui, si je changeais de secteur, mais j'y ai réfléchi pour revenir à cette idée de secteur quand je suis arrivée, parce que je suis quand même commercial de métier, donc c'est quand même un avantage quand tu arrives dans l'IMO. Bien évidemment, j'ai regardé le prix au mètre carré et je me suis dit, ouais, si je vais un petit peu plus loin, sur Anthony ou autre, c'est clair que le prix au mètre carré est plus élevé. Mais je ne connais pas. Là où je travaille aujourd'hui, ça fait 51 ans que j'y vis. Et donc, c'est vrai que quand tu dois vendre le secteur, un quartier, moi, j'ai des quartiers où les gens ne veulent pas y aller. Ils disent, ah ben non, ça touche telle et telle commune, etc., ou c'est tel endroit. Moi, je connais. Ça fait des années que j'y vis. Donc, pour en parler, pour le vendre, c'est vraiment une touche en plus. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai que la performance, c'est beau. La surperformance, moi, je suis admirative de ceux qui sont dans l'hyperperformance. On parle toujours dans l'immobilier du 1% top performer. C'est beau, c'est magique. Mais moi, ça ne me fait pas rêver. Pourquoi ? Parce que moi, je kiffe trop mon équilibre, vie perso, vie pro. Je kiffe des fois avoir un jour off parce que j'ai pas envie. C'est tout. J'ai envie de m'écouter, j'ai envie de rien foutre, ou de me faire un ciné, ou d'aller me faire masser, ou peu importe. Du temps avec les enfants. Dès le début de mon activité, toutes les vacances scolaires, je partais une semaine en vacances scolaires. Je sais que la plupart des agents IMO ne le font pas parce qu'ils carburent. C'est un choix. Ouais, c'est clair, moi, je respecte vraiment ceux qui carburent. Ouais. Et en même temps, je me dis, mais ça ne va pas avec mon envie à moi de mon tempérament. Et autre chose aussi, c'est que quand ça fait 34 ans que tu travailles dans le dur, parce que je travaillais dans le B2B, mais à chaque fois, je travaillais dans le dur, donc vraiment sur du prospect très froid, voire glacial. Sur du démarchage. Voilà. Et donc, quand ça fait 34 ans que tu te tapes ça, je suis désolée, il arrive un moment donné où tu en as ras-le-bol. Déjà, le tap-tap, ça n'a jamais été mon kiff. Et pourtant, j'ai été élevée à l'école de vente Xerox. Donc, autant vous dire qu'on me foutait des coups de pied au cul pour que j'aille faire du terrain tous les matins. Et moi, j'étais là, putain, je ne veux pas faire de terrain, laisse-moi avec mon téléphone. Mais voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément... J'ai fait cette auto-analyse, j'ai envie de dire. J'ai peut-être pas forcément autant de niaque qu'un top performer parce que j'ai envie de me préserver aussi. Et c'est tout à fait louable. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on a cette capacité à démarcher, qu'on sait faire, sur le démarchage, j'entends, on a aussi tendance à se dire, je sais faire, si je veux plus, je peux avoir plus. Je sais pas si... En fait, j'ai juste à remettre en place 2-3 petites choses et je sais que ça va se réactiver. C'est ça. Là, j'étais off pendant quasiment un mois pour des raisons de santé. C'est bon, j'ai déjà 2 R1 là samedi qui tombent parce que, j'ai refait 2-3 petites choses et tac, c'est reparti. Ouais. Parce que aussi, il y a eu tout un travail de fond, ce qu'on appelle les fondamentaux, qui sont hyper importants. Et je fais toujours le comparatif avec le sport de haut niveau. Et comme tout sportif, il faut revenir toujours constamment sur les bases, les fondamentaux. Je t'apprends rien, toi qui es sportif aussi. Et voilà, on ne va pas partir en compétition sans s'être entraîné avant, sans avoir fait ses gammes, etc. Et l'IMO, c'est pareil en fait. C'est super important. C'est super important de se connaître et de savoir ce que l'on veut. Parce que souvent, quand on démarre, ou même quand on ne démarre pas, quand ça fait plusieurs années qu'on exerce, des fois, on se met aucune limite. Mais on ne se met aucune limite de chiffre d'affaires. On peut se dire, c'est bien, c'est louable, il a envie, il est plein d'ambition, ou elle est pleine d'ambition. Mais en réalité, c'est mauvais parce que les limites qu'on ne fixe pas dans le boulot, on ne les fixe pas dans la vie privée. Et donc, ça fait aussi des conseils qui ne durent pas. Et pour moi, la différence entre... pas la différence. Pour moi, là où on peut comparer le métier de conseiller IMO avec la haute performance, c'est justement la constance dans la haute performance. Parce que faire des efforts sur un an au sport, c'est facile. Enfin, encore sur un an, c'est beaucoup. Mais sur un mois ou deux, pour perdre quelques kilos, c'est facile. Mais quand on doit durer sur plusieurs années, elle est là la différence. Exactement. Et moi, je prends... On en parle tous les jours de la régularité. Je l'ai donné. Je l'ai donné comme exemple, ça, mais l'année où j'ai fait le plus de ventes, j'ai fait 50 de ventes. Je suis parti en août, je devais couper 3 jours, j'ai mis mon téléphone dans mon tiroir à chaussettes. Et j'ai dit, dans 3 jours, je le récupère. Et puis 3 jours, j'ai dit, je double, je fais 6 jours. Et ça a duré 1 mois et demi. Et ça t'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien. Par contre, l'année d'après, j'ai fait que 17 ventes. Pourquoi ? Parce que tout simplement... la fatigue mentale, l'usure. Après, tu as managé aussi l'équipe. Mais non, j'ai fait d'autres choses. Mais j'étais moins productif parce que moi, l'envie, déjà, tu as un peu le ventre plein aussi. Ça joue aussi, l'embourgeoisement, quelque part. C'est sûr. Mais, après la nourriture. Mais c'est vrai. Mais mentalement, c'est difficile de repartir de l'avant. Alors qu'il vaut mieux quelqu'un qui va faire peut-être 25 ventes à l'année, mais pendant 10 ans, que faire des pics comme ça. Mais c'est fatigant en plus de monter et descendre. Et c'est comme dans le sport, tu t'arrêtes pendant 6 semaines, 1 mois, 2 mois, tu fais pas de sport et tu reprends.
Ça pique, ça pique, ça fait mal. C'est quand même un boulot où, comme on disait, mine de rien, tu fais une vente dans le mois, c'est bon, on va dire, tu as sauvé les meubles. T'en fais 2, tant mieux, t'en fais 3, t'en fais 4, t'en fais 5, super. Mais en attendant, tout se joue quand même sur peut-être sur une visite. C'est pas comme un fleuriste où tous les jours il fait son chiffre d'affaires. Bon, s'il y a une journée où il n'était pas dans ses bottes et qu'il a fait un mauvais chiffre, c'est pas grave, le lendemain ça sera rattrapé. Toi, dans l'IMO, ça se joue potentiellement sur une visite, une journée, dans le mois. Donc ça, c'est assez cyclique, quoi. Donc tu t'arrêtes 2-3 mois. Et alors, justement, selon toi, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, à quoi on juge finalement un bon conseiller immobilier? C'est quoi selon toi les critères pour évaluer un bon conseiller immobilier? Pour moi, c'est quelqu'un qui est résilient. On vient d'en parler à l'instant, mais c'est clair qu'il faut avoir une force de résilience qui est importante. C'est quelqu'un qui va avoir une force d'adaptabilité aussi. La preuve, depuis ces 2 dernières années, on est sur un marché qui a complètement changé par rapport au post-Covid. Et ceux qui n'ont pas su s'adapter, ceux qui ont continué à faire les mêmes exercices avant cette crise, cette pseudo-crise là qu'on a depuis 2 ans, il y en a beaucoup, ils ont explosé en vol. Et pourtant, il y en a où ils étaient plutôt bons. On en a vu qui ont arrêté leur agence ou autre, alors que c'était des bons professionnels. Ouais. Donc la résilience, l'adaptabilité, le sens de l'humain, de l'empathie, savoir aussi créer un vrai lien avec nos vendeurs, avec les acquéreurs. Et je pense que depuis ces 2 dernières années en l'occurrence, c'est pas tous les jours facile. Pour en discuter avec plein de professionnels, que ce soit en agence ou d'autres réseaux mandataires, on a fait un constat quand même que les gens, se deviennent durs commercialement. Ils sont extrêmement exigeants et on a l'impression de faire plus le psy et l'assistante sociale toute la journée que de faire de la vente de transactions immobilières. Donc, c'est un cocktail de tout ça. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui va être, pour moi, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal, c'est la clé de voûte, c'est une super organisation. Quelqu'un qui n'est pas bien organisé, c'est quelqu'un qui va pas durer dans le temps. De toute façon, je le vois, moi, au sein de mes équipes, je le vois autour de moi. Et puis, je le vois depuis 34 ans aussi. Si tu n'es pas bien organisé, si tu ne sais pas bien poser tes objectifs, mettre en place ton organisation par rapport aux objectifs, qu'ils soient grands, petits, etc., avec des objectifs ambitieux, par exemple, je sais pas, je vais faire 200 cas à l'année. Oui, mais pour faire mes 200 cas à l'année, on va découper en petits morceaux. Tu dois faire combien par semestre, par trimestre, par mois, par semaine et tous les jours. Et en fait, c'est ça que les gens, ils oublient, c'est que bien souvent, ils vont regarder un gros objectif et ils vont se dire « je suis fatigué d'avance ». Et du coup, ils vont arrêter. Et c'est pour ça que la plupart explosent en vol, parce qu'ils ne sont pas organisés, ils ne se préservent pas, eux, humainement, mentalement. Comme un sportif de haut niveau, il y en a beaucoup qui explosent en vol, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils explosent mentalement. On a des exemples encore il n'y a pas si longtemps que ça aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Simone Biles, la gymnaste américaine, qui a carrément arrêté en plein JO, qui s'est barrée parce qu'elle était au bout du rouleau, en fait. Et savoir se préserver, savoir être résilient, parce qu'on gère 99% de non toute la journée et tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Et ça, les gens, ils oublient qu'on passe notre temps à gérer du non. Donc, il faut être costaud, quoi. Ça, je pense que le problème, c'est qu'au démarrage, les gens ne le savent pas. Donc, une fois confrontés, ils sont surpris de ça. C'est difficile parce que les gens, en général, quand ils arrivent dans l'immo, ils te disent moi, je veux faire de l'immobilier parce que j'aime l'humain, parce que les relations, tout ça. Et c'est vrai que tu te retrouves avec des noms toute la journée, des portes qui te claquent, on te sort les chiens en prospection. Tu vois, ok, l'humain, c'est bien, mais... pas facile à gérer quand même. Mais à côté de ça, il y a de très belles choses. Mais bien donc, évidemment, en fait, ça rattrape, bien sûr. Sinon, on ne serait pas là. Voilà. Mais c'est vrai que très souvent, les gens ont quand même... Après, moi, par rapport à ça, par rapport à « j'aime l'humain », là, c'est vrai que cette phrase-là, moi aussi, elle m'énerve parce que les gens mettent des choses derrière qui je trouve un petit peu ridicule. Moi, je trouve que si on aime l'humain, en fait, ce qu'on doit aimer, c'est plutôt comment on arrive à transformer la relation humaine. C'est ça qui est intéressant dans notre métier. Ouais, c'est plutôt ça. Parce qu'en réalité, évidemment, comme tu l'as dit, on est confronté très souvent au non. Oui, mais comment on fait pour changer ce non en oui? Et en oui avec le sourire, c'est encore mieux. Il est là le vrai challenge. Ouais. Et pour moi, si je devais dire une qualité qu'un conseiller IMO doit avoir, l'organisation, tu as raison, c'est la base et ça doit être une des premières choses à avoir. Et tu parlais d'objectifs chiffrés, moi je mettrais aussi les moyens qu'il y a en face, parce que quand on découpe l'objectif, il y a quelle action on met en place et vite regarder, ok, c'est quelle action va me rapporter le plus, est-ce que je suis compétent dessus ou pas, c'est quoi mon taux de transfo, et mesurer aussi toutes les actions qu'on fait. Mesurer, mais évidemment, parce que si on ne mesure pas, forcément, on ne sait pas où on va. En fait, l'entrepreneuriat de manière générale, et je pense vraiment dans l'immobilier aussi, c'est comme un marin qui va prendre la mer. Et si tu prends pas de carte, pas de boussole,
mais c'est foutu, quoi. Tu vas naviguer pendant des mois et des mois, tourner en rond, sans savoir où tu vas, comment tu y vas, et c'est fini. Et c'est ce qu'on voit avec tous ceux qui explosent en vol au bout de quelques mois, 1 an, parce qu'en fin de compte, ils sont à côté de leur pompe, quoi. Ouais. Et puis après, ils paniquent, ils savent plus quoi faire, ils doutent. Et ils procrastinent. Et ils procrastinent, et c'est le cercle infernal. Donc du coup, ça fait combien de temps, là, du coup, tu es chez IAD, alors 6 ans. 6 ans 2019. Ok. Donc je rentre dans ma 6e année. Magnifique. Ouais, je devrais avoir une médaille pour ne pas avoir changé de réseau. Alors, si vous nous Il faudrait faire un podium fidélité chez IAD. Je vais le suggérer chez IAD. C'est important. Non, mais c'est vrai, cette partie-là, organisation, elle est super importante. La partie démarchage, elle est super importante. Savoir poser vraiment ses objectifs, c'est fondamental. Je le vois, nous, par exemple, avec l'agence, on a testé, dès l'ouverture, on a testé tous les canaux possibles. Et c'était des tests, donc ça nous a coûté très cher en plus au démarrage, mais tu es obligé de regarder et de te dire voilà, où est-ce que je vais aller taper et après vraiment où est-ce que je vais axer mes efforts. Et pour les conseillers IMO, je pense que c'est la même chose. Il faut savoir où sont nos forces, où sont nos clients déjà, et où sont nos forces pour aller les chercher. Il y en a, ça va être dans le démarchage, comme toi tu sais que tu sais faire, donc ça te... Moi c'est la pige, clairement dès le début je savais que mon point fort c'était la pige, donc j'ai très vite explosé grâce à la pige. Tu me piges, on devrait se faire des séances de pige ensemble. C'est clair, ça serait rigolo. Ça serait rigolo. À chaque fois que je dis aux gens, j'adore la pige. Rendez-vous. Et là, ah bon, tu voudrais pas les faire pour moi? Je vais t'amener sur un terrain. Voilà. On va faire une pige. Allez hop, c'est parti. Non mais ça me fait penser à ça en fait. Comme tu parles pas mal des sujets autour du féminisme. Ouais. J'aimerais bien que regarde, il a envie de faire un battle. J'aimerais bien que tu nous dises... Non, c'est pas un battle. J'aimerais bien que tu nous dises si tu penses qu'être une femme dans l'immobilier, c'est un plus ou ça a des inconvénients ou qu'est-ce que tu en penses de ça, de la place de la femme dans l'immo? Très bonne question. Ouais. Alors, je pense que déjà, quand on regarde... On va commencer par les top performers. Quand on regarde les top performers en France de l'immobilier, alors il y a des femmes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes. Et on ne m'enlèvera pas de l'idée que ces hommes, ils arrivent à performer parce que derrière, il y a une femme qui gère tout le côté perso. Les enfants, la maison, etc. Et que moi, je trouve que les femmes... Est-ce que l'inverse, ça marche aussi? Est-ce que les femmes qui performent, c'est l'homme qui gère à la maison? Non. Non? Je pense pas. Ouais, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec elle. Je sais pas, je pense. Alors après, moi, je sais pas. Après, je vais m'appuyer aussi sur des statistiques parce que moi, je suis plutôt féministe, clairement, et je suis les réseaux féministes depuis de très nombreuses années. Et les chiffres en 2024 sont quand même probants. C'est qu'encore aujourd'hui, la femme supporte 70% de la charge mentale et de la gestion de la vie de famille, de la maison, etc. Il va me plaire ce podcast. C'est énorme. 70%, les gars. Je vous serre, les filles. Vous attendez quoi? Je regrette d'avoir posé la question. Non, mais tu sais, moi j'ai un côté très féminin. Je sais bien. Donc pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, moi je suis admirative, je l'ai dit, des top performers, mais d'autant plus de ces dames, de ces femmes. Vous en avez vu une ce matin que j'apprécie tout particulièrement, Anne Boucaud, où effectivement, ce sont des femmes qui arrivent à jongler entre l'entrepreneuriat, la vie de famille, maman, etc., et qui cartonnent. Et avec, quand on la voit sur les réseaux, quand on la rencontre, on a l'impression que mais c'est d'une simplicité, d'une fluidité incroyable, alors que c'est une bosseuse de fou, quoi. Donc, ça a certains avantages, je pense, par rapport à certaines relations humaines avec certains clients, mais pas toujours. Moi, j'ai eu clairement le cas où je peux rentrer très vite avec des gens qui vont t'expliquer comment tu dois travailler. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et plus d'une fois, j'ai sorti ma carte. Écoute, toi, tu es salarié, moi, je suis chef d'entreprise. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai vite fait comprendre que tu es gentil, mais tu ne vas pas m'apprendre mon job. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, quoi. Donc, et ça, parce que tu es une femme, on va tout de suite... Et je le vois sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Mais alors là, LinkedIn, mais je m'y amuse. C'est un terrain de jeu extraordinaire. On va t'expliquer combien font 1 + 1 = 2 pour t'expliquer ton boulot, en fait, parce que tu es une femme. Il n'y a pas que moi qui le constate. Donc, l'avantage en tant que femme dans l'IMO, oui, ça va être au niveau organisation. Parce que je pense que d'un point de vue naturel, les femmes vont être peut-être mieux organisées que les hommes. D'un point de vue naturel. J'ai bien le coup d'œil qui te balance. Je voudrais pas... C'est clair. J'ai pas vu tout de suite, mais pardon, tu reverras sur les caméras. Gratitude. Donc en fait, la femme, elle a cet avantage-là, je pense, dans le côté empathique, affectif. Mais ça peut la desservir aussi parce que d'être trop dans l'affect, c'est pas une bonne chose dans l'immobilier non plus. Franchement, il n'y a rien de pire que d'être trop dans l'affect ou trop dans l'empathie. Tu te fais cramer direct. Donc, il y a du bon et du mauvais parce que la vie, de manière générale... Enfin, ça ne marche pas tout blanc ou tout noir. Il y a toujours une part de positif, une part de négatif. Maintenant, en tant que femme, en tant que maman solo, moi, je n'ai pas le problème de qui gère quoi que ce soit à la maison. Je suis toute seule. Mais j'ai moins de charge mentale que quand j'étais avec quelqu'un. C'est con à dire, mais
Je me sens plus légère, en fait. Bien sûr. Après, voilà, c'est chacun organise sa vie comme il l'entend. Et après, à chacun de travailler, comme tu disais tout à l'heure, sur ses points forts, ses points faibles, etc. Parce que rien n'est linéaire et rien n'est bien sûr. plus d'un côté ou plus de l'autre. Mais on va quand même dire les choses telles qu'elles sont. Les hommes ont cet avantage-là de pouvoir travailler sereinement parce que quand ils arrivent le soir à la maison, ils mettent les pieds sous la table et la bouffe et les mômes sont gérés. Okay. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Selon toi. Ok. Non, selon les statistiques. Regarde, selon toi. Et hop, il me regarde, il dit, allez, vas-y. Alors, vas-y, toi, qu'est-ce que t'en dis? Non, mais moi, le seul truc que je peux dire, c'est on est juste... dans l'exception, nous. On est dans les 25%, non? C'est pas ça? 26%. Non. Je suis tout à fait d'accord avec Karine sur le côté charge mentale, ça, c'est certain. Parce qu'une femme, elle a quand même... Enfin, il y a plein de choses qu'elle gère et sur lesquelles les hommes n'ont pas le souci, ne serait-ce que... voilà, est-ce que je l'ai inscrite à la cantine demain? Est-ce qu'elle est inscrite pour la semaine prochaine? Enfin, des trucs... Elle est malade, il faut que je gère. Exactement. Il y a des choses sur lesquelles qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir, voilà. Purée, il y a 2 tournées de linge à faire, etc. Encore, je pense qu'il y a des choses, nous, c'est plutôt bien réparti, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses sur la charge mentale enfant. Heureusement. Mais non, là, moi, ce que je peux dire... Après, on se répartit le travail aussi. C'est-à-dire que ce qu'on répartit à la maison, il faut le dire, on se le répartit aussi dans le travail. Et aussi, nombre de fois, pour nous, là je dis un peu nos opinions, mais c'est vrai que nous, par contre, on aimerait bien que ça soit l'inverse. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment que Céline soit plus à la maison et moi plus au boulot, plutôt que se répartir comme ça. Parce que on a aussi, je pense, je ne vais pas parler à ta place, mais pour en avoir discuté plusieurs fois, mais c'est vrai que le fait d'avoir une présence à la maison avec les enfants aussi, c'est aussi important. Et nous, ça nous crée des fois on fait beaucoup de choses, on est entrepreneur. La boîte de formation, l'agence IMO, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que des fois, arriver à avoir du temps de qualité à la maison. Mais est-ce que c'est quantitatif ce temps? Est-ce que c'est... Tu parles de qualité, alors moi je vais en parler en... Après, parce que j'ai une fille de 25 ans quand même. Ouais. Je l'ai élevée toute seule depuis sa naissance. Qui a très bien réussi en plus. Qui réussit plutôt extrêmement bien, même, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop tendance à culpabiliser sur le temps qu'on va passer avec nos enfants. Mais moi, je trouve, et je l'ai vu encore hier soir, j'étais en train de travailler quand mon fils est rentré de l'école. Il est venu me dire bonjour, mais il a vu que j'étais dans mon bureau, que je travaillais. Il est parti faire ses affaires et s'occuper tout seul. Et je l'ai vu avec ma fille aînée, je le vois maintenant avec mon fils. D'être entrepreneur, d'être très occupé, de travailler... Mais c'est un exemple incroyable pour nos enfants. Tu vois, je sais pas. Parce que, nous, elle ne le vit pas comme ça. Nous. Ouais, alors nous, déjà, elle n'a pas le même âge, je pense. Mais parce qu'il n'y a pas le même âge aussi, peut-être. Moi, je me suis retrouvée à des séances de judo, par exemple, avec mon ordinateur sur les genoux, quoi, tu vois. Ah, mais moi, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, je me suis dit, attends. C'est surtout que Louisa te le fait et puis ma fille, t'inquiète pas qu'elle ne loupe pas. Mais mon fils, d'ailleurs, et que je suis là en train de taper un truc, et il me dit, tu m'as regardé? Oui. Dis non, t'as même pas regardé. C'est ça. Mais ça, après, c'est des fois des galères d'entrepreneurs comme tout le monde, et tu te retrouves dans la voiture, attends, je m'arrête sur l'aire d'autoroute parce que j'ai un truc à gérer. C'est ça. Et quand tu as les enfants avec toi, tu te dis j'aimerais bien les épargner tout ça. Et en tout cas, nous, c'est clair, elle nous le fait savoir, clairement. C'est pas son dada. Mais c'est tous les enfants. Tu crois que la mienne, elle s'est pas gênée? Elle a quel âge maintenant? Elle a 10 ans. 10 ans, ouais. Donc, quand j'ai créé ma première boîte, elle avait 9 ans, ma fille. Mais ouais. Donc clairement, ouais, à peine 10 ans. Mais oui, bien sûr que oui, ils vont nous le dire. Mais tu crois que mon fils, des fois, il gêne quand je pars en vacances et qu'il me dit on est en vacances, mais on est en train de bosser. Gars, c'est qui te les paye tes vacances là? Bien sûr. Parce qu'on kiffe, on part, on se fait des bons restos, des machins, on a envie de se payer une bonne bouffe, on se la paye. Enfin, parce que derrière, mon gars, je carbure, quoi. Ça tombe pas tout seul. Et en fin de compte, il le voit très bien. Et du coup, je prends l'exemple de ma fille, mais c'est pas que ma fille. Encore ce matin, j'étais au téléphone avec une amie qui est entrepreneur dans un autre secteur d'activité. Et ces gamins, c'est la même. C'est devenu des enfants qui sont très vite indépendants, qui savent très vite où ils vont ou pas. Mais en tout cas, quand ils savent où ils vont, ils y vont à fond, quoi. Et ils n'ont pas peur de bosser. Nous, notre fille, même si tu vois, elle a 10 ans, bientôt 11, mais effectivement, elle est très vite. Tu vois, la dernière fois, il y avait une vidéo à tourner pour l'école, un projet, il fallait se présenter en vidéo, elle est allée faire découper, mettre des images, etc. Toute seule, tu vois, CapCut, la petite, elle a 10 ans, avec sa tablette, elle m'a fait un montage, elle a mis des animations et tout, mais un truc de dingue. Et tu vois, elle est arrivée très vite à se responsabiliser, parce que de toute façon, papa et maman, ils sont en train de bosser, et je suis d'accord avec toi, c'est quand même un super exemple, même si elle a 10 ans, elle comprend pas trop, etc. Mais de se dire quand même, mes parents, c'est pas des feignants, quoi. Dubaï, ça lui a fait du bien, clairement. parce qu'à Dubaï, les gens bossent beaucoup.
Et donc, elle voit bien dans ses amis. Que vous n'êtes pas les seuls. Et qu'il y a pire. Il y a surtout pire. Il y a des parents qui sont vraiment absents, qui donnent à la nanny. Alors là, c'est autre chose. Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu quand même. Voilà, c'est pour ça que je parlais de qualité ou de quantité. Parce que souvent, on va avoir... Enfin, moi, je sais, dans ma famille, on me l'a reproché beaucoup avec ma fille. On me disait, ah, t'es pas beaucoup là. Surtout que j'ai une période où j'étais motarde et je passais tous mes week-ends sur circuit. Donc, ma fille, elle suivait ou elle suivait pas. C'était pas mon problème. Et souvent, on m'a dit, t'abuses quand même. Non, mais attends, elle est pas malheureuse. Et on kiffait des choses différemment, etc. Mais ou quand j'étais absente, voilà, c'était comme ça. Mais quand je suis avec elle ou quand je faisais des choses avec elle, par contre, oui, effectivement, c'était très qualitatif. Mais du coup, elle a eu des expériences de vie que ses autres copains n'ont pas forcément eues. Et ça, en termes d'école de la vie, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, quoi. C'est clair. Je suis d'accord. Et juste pour en revenir sur la place de la femme, tu vois, on parlait vraiment... Donc tout à l'heure, toi, tu parlais plutôt de charge mentale et tout ça. Je suis d'accord avec toi. La seule chose, par contre, c'est que je trouve qu'on est très avantagés, nous, en tant que femmes, dans l'immobilier. Parce que du coup, quand tu fais une pige, par exemple, je sais très bien que vous faites une pige là, tous les deux, tu auras de meilleurs résultats que Julien. Parce qu'une femme au téléphone, ça passe mieux. Tu fais de la prospection, tu vas toquer, une femme, ça passe mieux. Tu vas faire signer un mandat, une femme, ça passe mieux. Bref, je trouve qu'on est hyper avantagés, nous, en tant que femmes. Et vraiment, je l'ai vu avec l'agence et ça n'a rien à voir. L'expérience avec le client, elle n'a rien à voir quand c'est une femme, c'est moi. Par contre, ce qu'elle disait, c'est vrai aussi. Le nombre de fois où on t'a testé, genre sur les travaux. Sur les travaux. Heureusement, je suis bien calée. J'ai rénové une maison, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez me dire n'importe quoi. Mais on t'a testé un paquet de fois. Mais c'est ça. C'est ça. Mais plutôt sur la réno. Après le reste. Une petite anecdote. Une des dernières visites que j'ai faites là dernièrement avec des acquéreurs, le jeune couple est venu avec les parents de la fille, les parents du papa. On était en partage avec une agence d'ailleurs. J'ai regardé ma collègue, je suis c'est mort quoi, parce que quand on sait que toute la famille se pointe, ils vont dégommer la baraque en 5 minutes. Bon bref. Et puis là, le papa de la fille très collé-monté qui vient me voir, me dit mais c'est quoi l'exposition? Alors je dis là on est Sud-Ouest. Et là, il me regarde avec un ton, mais vraiment, mais Sud-Ouest, mais ça n'existe pas. Mais vraiment, mais limite agressif. Et là, je regardais, je fais, si, Sud-Ouest. Et du coup, j'ai réfléchi, je fais merde. Et ma collègue en face à moi, fait, si, c'est... Enfin, puis après, je me dis, mais attends, la baraque, je la connais, ça fait 15 000 visites que je fais dessus. Et donc, du coup, il commence un petit peu s'énerver, il prend son portable, il regarde. Bien évidemment, oui, elle est Sud-Ouest. Oui. Et il est parti, il n'a rien dit. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il aurait fait la même chose si j'avais été un bonhomme ? Enfin, des fois, c'est des petits détails tout bêtes. Je vois ce que tu as dit. Et je me dis, mais alors, j'en rigole aujourd'hui, j'en ai rigolé sur le coup. Je fais, mais quel bouffon, quoi. Mais c'est toujours, des petites choses comme ça où, comme tu dis, on va te tester. On va voir, pareil, ou quand on te rentre un petit peu dedans. Elle va couiner ou elle va réagir? Ah mon gars, t'es mal tombé. Moi, je réagis. Hein. En plus, avec mes visuels, avec mes gants de boxe, ça me la ressort. Vous venez avec vos gants? Non, je laisse les gants. Mais si vous n'êtes pas sympa, je reviens avec les gants. Donc, voilà. C'est ça. Ok. Bon, je pense qu'on peut clore le sujet du féminisme. Allez, c'est bon. Hop, allez, on va parler d'autre chose. Non, après, c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de conseillers en animaux qui parlent de ce sujet-là. Et terrain glissant. Faites un livre, non? On voulait faire un livre, nous, une fois, sur ça. Bon, on n'a pas fait on a trop de projets de livres. On a trop de projets de livres. Bon, du coup, Karine, 6 ans dans l'IMO, donc chez IAD. Et du coup, est-ce que tu as un peu développé une équipe? Est-ce que tu préfères travailler seule avec une équipe? Alors, j'ai développé une équipe. J'ai travaillé seule. Ouais. J'ai des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, donc ça bouge pas mal. J'ai pas une grosse équipe, donc effectivement, pour l'instant, je suis plus sur mon travail, moi, personnel, sur toute la partie transaction, production personnelle. Et puis, comme disait Julien aussi tout à l'heure en à propos, là, je suis en train de développer aussi notre activité liée à l'immobilier. Il y a ce qui m'importe aussi depuis de nombreuses années, tout ce qui est coaching mental, comme le sportif de haut niveau, en fait. Donc, pareil, accompagner les entrepreneurs, parce que... souvent, les mandataires ou les conseillers immobiliers, ils oublient qu'avant tout, ce sont des entrepreneurs et que ça se travaille comme le reste, en fait. Oui, moi je dis toujours, on a beaucoup de freelance de l'immobilier, mais on a peu d'entrepreneurs dans l'immobilier. Donc un freelance, la différence avec un entrepreneur, c'est qu'il ne va jamais rien investir, il va juste venir délivrer une prestation, un service. Et basta. Alors qu'un entrepreneur, il va être à l'initiative, il va se vendre lui avant tout et pas son service. Il y a beaucoup de points de différence entre un freelance et un entrepreneur. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs représentent pour moi moins de 5% des conseillers carrément. en France. Pour moi, c'est ça.
au vu des gens qu'on a formés depuis 2020. Oui, je peux le dire. Après, nous, on a plusieurs offres aussi dans nos accompagnements, mais entre les formations financées et celles qui ne le sont pas déjà, tu vois une différence quand même qui est assez nette. Alors, je dis pas que quand on fait une formation financée, on n'est pas sérieux, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non. Mais en tout cas, celui qui prend une formation ou un coaching non financé, on voit bien qu'on a affaire à un entrepreneur avec quelqu'un qui est là pour pour aller d'un point à un point B, et on voit tout de suite la différence et l'implication. Ouais, ça, je vais faire un parallèle avec le sport. Je fais du sport depuis que j'ai 12 ans, donc je calcule même plus depuis combien d'années je fais du sport. Et en fait, la musculation, j'en fais depuis que j'ai 16 ans. Et aujourd'hui, je fais quasiment que ça, en fait, que de la musculation, ça, depuis 7 ans maintenant. Et l'autre jour, j'ai une copine qui me dit, mais parce que je prends un coach qui me fait mes séances. Et ma copine, elle me dit, mais pourquoi tu prends un coach qui te prend des séances avec l'expérience que tu as ? Je fais, ouais, clairement, je saurais faire mes séances. Sauf que moi, mon coach, ce que je lui demande, c'est que, il me sorte de ma zone de confort, qu'il continue à me faire progresser malgré mes 51 piges. Et surtout parce que j'ai envie de continuer à m'amuser. Et que si je faisais mes programmes à moi, déjà, ça demande du temps à faire. Ça demande certaines connaissances, parce que c'est comme tout, ça évolue. Moi, on m'apprenait quand j'étais jeune à l'athlétisme à m'étirer après une séance, tirer sur ses muscles comme une bœuf, que maintenant, on sait très bien que c'est hyper mauvais. Et qu'on s'étire entre 2 séances de muscu avec plutôt de la mobilité, des choses comme ça. Donc, en fait, avoir un accompagnement en parallèle, formation, coaching, il faut prendre ça comme un investissement sur soi. Et là, je suis d'accord avec toi. Il y a ceux qui pensent comme des salariés. Ah là, ça va me coûter cher. Et oui. Bah non. Et ceux qui vont penser comme des entrepreneurs, qu'est-ce que ça va m'apporter derrière ? Qu'est-ce que ça va me faire gagner derrière ? Ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'expertise, ça va te faire gagner de l'argent, aussi beaucoup d'argent. Mais en fait, l'argent, j'ai envie de dire, c'est que le but... C'est la conséquence. Ça va être la conséquence de tout ce qui va être mis en place. Tout à fait. Et tant que tu n'as pas compris ça, si tu cherches que l'argent, oui, tu vas en avoir. Mais au bout d'un moment, ça va exploser en vol, quoi. Donc, puis même, tu as aussi ces conseillers qui ont, comme tu disais, en fait, qui sûrement connaissent le métier et savent faire. Nous, avec Julien, à un moment donné, on avait pris aussi un coach sportif. Tu vois, bien sûr, on sait se faire des programmes, etc. Sauf qu'en fait, le coach sportif, il venait à la maison, nous venait à domicile. Il venait, et autant te dire qu'on était sur l'ordi, il arrivait. Et là, on disait, bon, ok, je lâche mon ordi. Et en fait, parce que, bien sûr, tu sais faire ta séance de sport. Mais en fait, le fait que tu es quelqu'un, ça te force quand même, ça t'oblige à le faire. Et tu dis, ok, ouais, c'est bon, je prends le temps maintenant, je le fais. Moi, je trouve que c'est un peu pareil dans l'immobilier. Quand tu prends un coach, tu sais que tu vas avoir du résultat parce que tu as ta séance de coaching, tu vas avancer dessus, etc. Donc, même peut-être que tu sais déjà faire, peut-être que tu fais déjà des ventes, mais il y a forcément des choses à améliorer. Surtout pour ton confort. Ça améliore toute sa vie. Clairement. Dans ce que tu as dit, pour moi, ce qui est surtout très important, c'est avoir quelqu'un qui va te sortir de ta zone de confort, même si, te challenger. Et c'est-à-dire, pas te dire ce que tu as envie d'entendre, mais justement. Je peux te dire que mon coach sportif, il n'est pas toujours sympa avec moi. Hein. Exactement. Et moi, l'année dernière, j'ai fait quelques coachings perso avec des personnes qui... Bon, nous, le coaching perso, on le vend quand même à un certain prix, c'est un investissement, et qui ne faisaient pas les efforts en face. Il faut tout de suite recadrer en se disant, OK, tu m'as dit que tu voulais aller là. Par contre, pour y aller, ça demande... C'est comme si toi, tu veux faire un développé couché dans 6 mois à 150 kilos. À moins que tu y sois presque, mais je sais pas. Non, non. Non, mais je vois les perfs, des fois, je me dis quand même... Les bras, c'est pas mon point fort, moi, c'est les cannes. Là, ça envoie quand même. Mais bon, si tu veux faire un soulevé de terre à 150 kg, il va falloir mettre telle et telle action en place pour y arriver. Tu le fais pas du jour au lendemain. Et donc, il faut aussi avoir cette congruence entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. Complètement. Et le coach est là pour ça. Et là, le coach est là pour ça, mais c'est ce qui est important à dire, et tu fais bien de le dire, c'est que si tu mets de l'argent pour te faire accompagner, mais que toi, derrière, tu ne mets pas d'action en place, il ne se passera rien, c'est pas magique. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ceux qui pensent que parce que je vais me payer telle formation, ou parce que je vais faire tel accompagnement, ou parce que je vais appeler le performeur de mon secteur en disant « Mais tu fais comment? C'est quoi ta potion magique ?» Mais il n'y a pas de potion magique, les gars. Il se sort juste les doigts du cul. Et il va bosser tous les jours, il va charbonner, quoi, parce qu'il suit son organisation, ses objectifs, les plans, qu'est-ce qu'il va mettre comme moyen en face. Il n'y a pas de miracle. Que ce soit dans l'IMO, dans le sport ou dans n'importe quel autre boulot. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre, en fait. Ils pensent que, voilà, parce qu'ils vont rentrer dans telle ou telle agence ou tel réseau avec telle personne, ça va être facile, quoi. D'ailleurs, on le voit très bien parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui changent de réseau régulièrement. Vaste débat. Et en fait, c'est toujours la faute du réseau, en général. Mais toujours. Quand tu fais pas de vente, c'est ce réseau, voilà. Ou mon parrain, ma marraine. Les valeurs, j'y étais plus. Voilà, c'est ça. Et au final, tu te rends compte que, d'accord, mais bon. Alors, ok, si tu as fait beaucoup de ventes et que du coup, tu changes de réseau, tu vas chercher d'autres choses. Voilà. Mais si tu fais pas beaucoup de ventes et que tu pars dans un autre réseau, à un moment donné, faut se mettre en question. Tu as besoin de personnes pour faire des ventes. Enfin,
tout cas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que même si c'était un tout petit réseau, je pense qu'il t'offre suffisamment pour pouvoir. Et puis j'ai envie de dire aussi, le réseau ou l'agence que tu représentes, c'est moi ce que j'appelle IAD, c'est un véhicule. En fait, c'est un prestataire de service qui est là pour m'amener des outils, voilà, des choses qui vont m'aider à travailler au quotidien. Mais moi, quand je suis sur le terrain ou quand je parle avec mes clients, je parle quasiment pas d'IAD. C'est Karine Tavares. Je voulais en parler ça parce que tu as quand même une carrière assez incroyable et surtout une communication qui a vraiment du punch. Et du coup, voilà, effectivement, tu as quand même fait ce pas. On voit IAD, bien sûr, derrière. Bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup Karine qui est vraiment mise en avant. D'une manière un peu particulière d'ailleurs, parce qu'on voit bien tes flyers ou ta communication. On est sur Karine avec des gants de boxe, etc. Pourquoi avoir choisi justement de... J'ai ma réponse, mais pourquoi avoir choisi de faire ce type de communication et se dégager de... J'ai rencontré quelqu'un un jour. non, mais même... Un mentor. Non, mais même au-delà de ça, tu vois, pourquoi avoir choisi de ne pas prendre le flyer de IAD et d'essayer de développer... Alors, j'ai fait comme tout le monde, au démarrage, on ne va pas se mentir, on n'a pas beaucoup d'argent, on va optimiser les coûts, on va utiliser les outils qu'on a au sein de notre réseau. Et ils sont très bien, que ce soit chez IAD ou ailleurs. D'ailleurs, moi, j'adore regarder ce qui se fait partout. J'ai besoin... moi, je suis quelqu'un de créatif et j'aime bien m'inspirer. Et il n'y a pas de honte à s'inspirer de ce que font les autres. Et en fait, le déclic a été aussi grâce à Julien, clairement, parce qu'on a travaillé ensemble en 2020. 2021, je crois. Enfin, peu importe, mais je devais être parmi tes premières coachées, je crois. Ah oui, parce qu'à l'époque, on faisait peu de coaching perso. Voilà. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que moi... Tu sortais d'une formation, je me rappelle. Et tu m'as appelé, j'étais en direction de Quiberon. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Ah ouais, je me souviens. Moi, je me rappelle très bien. Tu étais dans la voiture, tu avais eu Céline. Ah ouais, peut-être. Ah putain, quelle mémoire. Mais maintenant que tu le dis, oui, je sortais d'une formation où j'étais plutôt déçue. Bref, peu importe. J'ai quand même appris des choses. On apprend toujours des choses. On apprend toujours. Mais ça ne correspondait pas à ce que moi j'entendais. Parce que de manière générale, les formations, quel que soit le réseau, on ne va pas se mentir, on apprend tous la même chose. Parce que les fondamentaux, que tu sois chez IAD, chez Pierre-Paul Jacques, c'est tous les mêmes. Mais on va... Voilà. Et moi, j'avais envie de quelque chose pour moi, en fait, pour vraiment mettre en avant ma particularité que je n'osais pas mettre en avant. Et donc, je me suis investie sur moi avec un coaching avec Julien, que vous n'étiez pas très connu à l'époque. Mais on avait eu un bon feeling. Puis tu m'avais bien vendu le truc. Puis je fais, allez, on y va, puis on verra bien. Et du coup, l'objectif, c'était pas de travailler sur l'expertise métier, mais plutôt vraiment sur la partie communication, où j'avais déjà de l'appétence, puisque j'ai des connaissances en communication digitale qui sont pas négligeables. Donc c'est vrai que du coup, j'ai mis les choses en place très très vite. Et j'ai vu la différence très très vite. Et puis tu aimais ça. Ah mais moi j'adore ça. T'es rentré dans le personnage, quoi. En fait, je me suis libérée, et encore plus aujourd'hui, parce que c'est monté crescendo sur ces dernières années. Et là, j'ai encore passé un cap, parce que je travaille dessus, je me fais encore accompagner. Et ça aide aussi à faire évoluer les choses, parce que c'est ce qu'on dit depuis le début, on évolue. Et c'est important de continuer d'apprendre, de se former. Tout le temps. Et puis de réajuster par rapport à des moments de vie où je ne suis plus la même Karine d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Et est-ce que cette communication t'a vraiment permis de faire la différence sur ton secteur, de te faire remarquer avec les gants de boxe? Alors pour la petite histoire, c'est pas des gants de boxe, c'est des gants de Vovinam parce qu'on peut agripper. Donc c'est des gants d'arts martiaux, mais vu de face, ça fait gants de boxe. Mais bien sûr, parce que les gens ils me le disent. Ils me disent tout à l'heure c'est ce que je disais, vous allez venir avec vos gants de boxe en rendez-vous et tout. Et aussi l'autre chose très sympa, c'est que les gens me reconnaissent dans la rue de ma commune. L'autre fois, je me suis fait alpaguer chez le charcutier du coin par une petite mamie. Oh, mais je vous connais, vous êtes la dame de Facebook. Ouais. Donc, c'était très drôle. Puis bon, j'ai une coiffure assez particulière aussi. Voilà, c'est des petits détails qui font que je fais la différence. Et puis dans le contenu en tant que tel. Là, on parle de l'aspect visuel, mais même dans les contenus. Dans les mots. Même dans les mots. En fait, je mets vraiment ma personnalité en avant. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que j'ai une manière de parler qui est assez cash, parfois, des fois même vulgaire. Mais en fin de compte, c'est ma manière d'être et je sais que je plais pas à tout le monde et c'est pas grave. Ça passe ou ça mais casse, par contre, je vais attirer les clients avec bien. Qui ça fait tilt. Ouais. Bien sûr. Et est-ce que du coup, sachant qu'il y a beaucoup de conseillers qui nous regardent là du coup dans ce podcast, est-ce que tu leur conseilles du coup d'avoir le même type de communication? Comment se lancer et de quelle manière en fait se dégager du réseau de mandataires si on est chez un mandataire ou d'une agence? Est-ce qu'il faut du coup se révéler de cette manière-là? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que tout le monde n'est pas fait pour faire ça? Alors déjà, tout le monde n'est pas fait pour faire ça. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de se mettre en avant sur les réseaux sociaux et je connais plein de gens autour de moi qui cartonnent dans l'immobilier et ils n'ont pas une seule communication sur les réseaux sociaux. Par contre, ils vont être hyper bons sur les fondamentaux, sur le terrain, la pige, etc. Où ils vont distribuer des flyers de leur réseau, de leur agence. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais moyen de réussir.
J'ai envie de dire, il faut se faire plaisir. Donc, si ça te fait plaisir comme moi, ça m'éclate de faire des vidéos. Ce matin, j'ai fait une matinée montage vidéo. En fait, ça m'éclate. C'est un peu ma récré, quoi. Ouais. C'est un peu ma... Montage ou tourner des vidéos? Moi, je fais les deux parce que j'ai personne qui m'aide à monter. Donc, je fais vraiment tout toute seule. J'espère et je souhaite un jour avoir assez de business pour faire monter. Et en même temps, j'aime bien avoir c'est un peu la maîtrise du sujet, tu vois. Mais bon, faut se faire plaisir. Et ceux qui se font pas plaisir, de toute façon, on va le voir. Ceux qui vont se forcer, qui vont forcer les traits ou qui vont essayer d'imiter un tel ou un tel, bah non, quoi. Parce que ça se voit, ça se ressent. Comme quand tu vas en rendez-vous et que tu t'inventes un personnage, ça va se ressentir aussi. Et l'authenticité, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui est important à mettre en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas. D'ailleurs, c'est très difficile parce que les réseaux sociaux, les conseillers ont très souvent envie de ressembler à telle ou telle personne. Quand ils viennent nous voir, nous disent voilà, j'aimerais ressembler à telle personne ou j'aimerais faire comme elle, etc. Sauf qu'en fait, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Et on le ressent, comme tu disais. Dans ces cas-là, ils essayent, mais soit ça tient pas sur la longueur, soit c'est trop fake, soit voilà. En fait, à partir du moment où tu forces, où tu es dans la douleur dans ce que tu fais, que ce soit pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, pour aller prospecter, pour faire un business, pour quoi que ce soit. À partir du moment où tu forces, où tu es dans la douleur, mais forcément, tu ne vas pas tenir dans la durée. J'ai adoré l'analogie que tu as faite tout à l'heure avec le régime. Mais c'est tout à fait ça. Le nombre de personnes où tu vois, là, avant l'été, je vais faire un régime pendant 2 mois, je vais perdre 10 kilos. Ouais, mais tu vas tenir ça pendant combien de temps? En fait, tout ce qui est extrémiste, ça ne tient pas dans la durée, c'est pas possible. Et quand on oublie la notion de plaisir, forcément, ça passe à l'as. Et j'ai envie de donner un conseil, parce que c'était ta question aussi, pour ceux qui démarrent, commencez petit à petit. Faites pas d'un seul coup 10 publications pendant une semaine, puis la semaine d'après, il n'y en a plus que 2, et après, pendant 3 semaines, il n'y a plus rien. Ça sert à rien. Une fois par semaine, pour commencer, vous voyez comment ça bouge, et puis après, on rajoute un petit peu, mais amusez-vous. Enfin, voilà, il faut s'éclater, encore une fois, il faut vraiment prendre du plaisir, et surtout, rester soi-même. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec ça et surtout avec ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a 1000 chemins pour réussir dans l'IMO. Je vais prendre l'exemple concret de nous à Dubaï parce qu'on en a parlé la dernière fois au téléphone ensemble. Mais moi je me régale, je me retrouve, on va dire, je sais pas, je renais une deuxième fois, je crois. Non mais c'est vrai, mais je me régale à aller vers les gens. Oh, une fatigue. Non mais on communique sur les réseaux, tu vois, on communique, on peut pas dire, légèrement, on communique énormément, YouTube, TikTok, Insta, LinkedIn, bref, on communique beaucoup. Mais il faut quand même rappeler que nos premiers résultats, on les a pas eu par là, on les a eu par le relationnel et par le téléphone que tu prends tous les jours et où tu appelles. Alors des fois, ça paye pas tout de suite, évidemment, on le sait. C'est sur le temps long. Tu crées des partenariats et puis un jour, tu as un retour alors que ça fait 3 mois que tu as appelé. Mais voilà, et c'est comme ça que ça se fait. Moi, je pense qu'il faut prendre plaisir, sauf pour les débutants. Parce que ce que tu as dit là, c'est quelqu'un qui est déjà épanoui qui parle. Alors qu'un débutant, il doit faire ce qu'il doit. Mais ce que j'ai dit, c'est que sans oublier les fondamentaux. Sans oublier les fondamentaux. Mais c'est la base. Tu peux pas oublier les fondamentaux. C'est mort. Exactement. C'est la base du métier. Exactement. Si tu oublies les fondamentaux, t'es mort. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit la notion de plaisir, moi je suis totalement d'accord. Mais avant tout, il faut faire rentrer le chiffre. Si tu sais pas faire rentrer le chiffre, tu peux faire tout ce que tu veux. Faire tout ce que tu veux. Ça, pingouin sur les réseaux. Exactement, ça sert à oui, d'ailleurs, ça on le voit beaucoup aussi, des conseillers mots qui ont envie de faire des vidéos, qui vont se mettre sur YouTube, Instagram, etc. Puis nous, on se retrouve avec des conseillers. Du coup, tu as fait combien de ventes? Là, pour l'instant, 0. Ça fait 1 an et demi. Alors, du coup, il faut que je me dépêche parce qu'après, j'ai plus chômage. Et du coup, ils sont hyper investis sur le digital, mais en fait, du côté terrain, en fait, pas du tout. Mais parce que tu as des gens qui leur vendent du rêve avec des petites étoiles aux yeux en disant arrête de prospecter avec le digital, ça va venir tout seul. Ouais, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Alors, il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien mettre en avant chez toi. On a parlé qu'on avait travaillé ensemble à com et on avait travaillé plein de choses ensemble. C'est vrai. Par contre, ta communication, elle est restée sur les fondamentaux la même, mais par contre, tu t'es vachement amélioré. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Merci. Mais tu t'es vraiment amélioré au fur et à mesure des années. J'ai fait pipi dans ma culotte. Il fallait venir ici pour avoir. J'invite du coup les gens à voir J'invite les gens du coup à aller sur tes profils et voir les premiers posts peut-être 2020 ou 2019. Oula, mais je les ai virés depuis. Ah ouais, tu les as enlevés. Moi, j'ai des origines portugaises. Moi, je fais le ménage souvent. Ça aurait été vachement intéressant de faire un peu. Sur LinkedIn, moi j'ai fait des captures d'écran. Sur LinkedIn, tu les as sur LinkedIn. Franchement, il y a une vraie. Dans le ton, on sent que chaque année qui passe, c'est de plus en plus affirmé et on sent une. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est de ça que je voudrais que tu nous parles aussi, de l'évolution. Parce que oui, ok, les fondamentaux, c'est bon, on les avait bien posés ensemble. Mais après, c'est cette évolution. Tu as parlé peut-être de formation aussi que tu as faite ailleurs aussi.
Comment tu pourrais nous parler de cette évolution-là? Alors, sur tout ce qui est réseaux sociaux, communication digitale, si tu veux parler vraiment de cette partie-là, je ne me suis pas fait accompagner depuis. Vraiment pas. Non, pas du tout. Non, la communication, c'est vraiment mon évolution perso. Et c'est parce que je lâche les watts aussi. Je m'autorise à... Parce que maintenant, je me dis, je m'en fous. On m'a trop bridé pendant des années. « Ah, t'es trop grande gueule. Ah, t'es trop ci. Ah, tu dis trop de gros mots. Ah, non, mais allez vous faire foutre, quoi. Enfin, maintenant, je suis comme ça. Ouais, c'est moi. C'est bon, j'ai 50 ans. Putain, mais vive la cinquantaine, tu verras, Céline, c'est trop bien. Et maintenant, je m'en fous. Je m'en fous. En fait, je sais quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts de mes qualités et mes qualités de mes défauts. Et en fait, j'ai lâché les watts, tout simplement, et je prends du plaisir et je m'éclate. Et je sais aussi où je veux aller. Ma communication, elle a un but aussi. Même si des fois, je me perds un peu encore de route, mais c'est pas grave. Se perdre, ça fait partie du chemin. Donc, ça permet de découvrir des nouvelles choses, etc. Exactement. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, un petit peu, Karine, quels sont tes objectifs pour le futur, pour plus tard? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie d'évoluer? Quels sont tes projets? Alors, mon projet, on est début 2025. Ouais. Donc, je travaille sur un projet maintenant depuis quasiment 2 ans, qui a mis beaucoup de temps à sortir de... C'est un beau bébé, alors. C'est un sacré bébé, ouais. Okay. Pourtant, j'ai toujours fait des gros bébés. Mais en fait, alors déjà, on n'en a pas parlé parce que c'est anecdotique, mais quand même, je suis prof de vente depuis 2 ans. Enfin, c'est ma deuxième année scolaire, rentrée scolaire, je vais y arriver. Donc, je suis prof de vente aussi en même temps à côté, et je me suis rendu compte dans un lycée, dans un lycée pro, prof de vente, commerce. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'objectif financier, il n'y a pas d'objectif quantitatif. J'ai rien à gagner. Enfin, j'ai mon salaire, mais que je le fasse bien ou que je le fasse pas bien, c'est triste à dire. C'est le plaisir de la transmission. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que de faire pousser des graines, de voir les enfants évoluer, parce que c'est encore des enfants ou en tout cas des ados, de les voir progresser, évoluer. Et en fait, je me suis dit, c'est kiffant quand même. Et je trouve que humainement, c'est hyper enrichissant. Et donc, ça m'a confortée dans l'idée que j'étais peut-être faite aussi plus pour transmettre que d'être toujours dans la transac. Donc, mon objectif en 2025, c'est de basculer plus sur de l'accompagnement, du coaching, pas spécifique métier, parce que je pense qu'il y a déjà bien assez de formations et de professionnels tels que vous qui ont mis largement les compétences. Et radoter, voilà. T'es en train de dire qu'on radote, quoi. Ouais. Putain, on radote. C'est ça. Non, enfin, vous savez ce que je veux dire, je veux dire par là. Mais en fait, comme ça fait 34 ans que je baigne dans la vente. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Et en fait, je me suis fait accompagner l'année dernière par quelqu'un qui m'a élevée dans tous les sens du terme. Et j'ai pris conscience qu'en fin de compte, il y a 2 choses dans la vie, enfin 3 même dans la vie, qui me portent depuis toujours. La première, c'est le sport. Le sport à haut niveau. Parce que même encore aujourd'hui, je tape 5 séances par semaine d'entraînement à 6h30 le matin. On le voit. Sans que personne qui me tape des coups de pied au cul pour y aller. On avait même fait mais c'est marqué dans mon... On avait fait une séance. Il faudrait qu'on la ressorte celle-là. On avait été faire une séance. Je me rappelle. C'était pas facile. On avait bien rigolé. Et en fait, c'est le sport. C'est aussi toute la partie entrepreneuriat. Enfin, moi, là, ce qu'on est en train de faire, parler d'entrepreneuriat, etc. Mais je pourrais faire ça, mais... J'ai des journées, des nuits entières, c'est sans fin, quoi. C'est un puits sans fond. Et bien évidemment, tout ce qui est lié au développement personnel sur lesquels je travaille de différentes manières depuis de très nombreuses années. Tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est travail du mental, du mindset. Qu'est-ce qui fait que des sportifs vont plus exploser que d'autres, etc. Et ça, c'est des choses qui me nourrissent depuis de très nombreuses années. Et en fait, quand j'ai fait ce travail sur moi l'année dernière, la personne en face de moi, ça ne s'est pas fait aussi simplement. Il y a eu tout un travail, tout un process. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est là où tu es dans ta zone de génie, tu es dans ta zone de confort, dans ta zone de plaisir. Et du coup, j'ai pris la décision de me dire, je vais me lancer en coaching. Mais coaching mental, vraiment spécifique, accompagnement mental, avec une école bien spécifique avec laquelle je suis en train d'apprendre en ce moment. Donc, je suis encore dans l'apprentissage, mais je sais que derrière, ça va être du feu de Dieu. Et l'objectif, c'est d'accompagner bien évidemment les professionnels de l'immobilier pour performer. Tout ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. On peut être un performeur dans les chiffres et puis exploser en vol 4-5 ans après parce qu'on n'en peut plus. Clairement. Et moi, mon rôle, ça va être de faire en sorte de maintenir toute cette intensité, tout ce travail dans la durée et de trouver en fin de compte des process tirer sur certaines ficelles pour permettre à cette personne de bien vivre son histoire avec l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Totalement d'accord avec toi. Je pense que 2025 sera l'année de la mise en action.
Pour ceux qui veulent réussir, pour moi, c'est l'action qui va faire... c'est toujours l'action qui fait la différence. C'est toujours l'action. Mais 2025, avec la crise qu'on a traversée 2024... t'as intérêt là. Hein. Ouais, exactement. Donc, le mental a une place prépondérante. Moi, ce que je dis cette année, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir plus, de connaître plus de choses, mais par contre, vous avez besoin d'agir plus. Ah mais de toute façon, on le voit et on l'a toujours vu et on le verra toujours. Ceux qui n'agissent pas, qui ne se mettent pas en action, ils aboutissent à rien en fait. Exactement. Mais même si c'est 1 ou 2 petits pas tous les jours, c'est toujours mieux que rien en fait. Parce qu'1 ou 2 petits pas, le soir tu te couches, tu te fais un peu ton bilan de la journée, tu dis ah ouais purée, bon là je me suis bougée, je suis un peu moins restée sur Netflix ou à scroller sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré 2 nouvelles personnes, ah c'était sympa quand même. Du coup, le lendemain, tu vas refaire ces petites actions et puis peut-être en rajouter un petit peu plus. Et tu vas rentrer dans une énergie positive. Est-ce que tu ne trouves pas que justement, la première chose dont on est content quand on passe à l'action, c'est qu'en fait, on fait grandir notre estime de nous-mêmes. Parce que quand on est satisfait d'être allé au bout de ce qu'on a décidé, on a une forme de fierté en nous. Bien sûr. Et du coup, ça nous incite à passer à l'action. Mais même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le boulot. Oui, bien sûr, exactement. En fait, le cerveau, c'est très intéressant. Le cerveau adore les plaisirs, la satisfaction, l'auto-reconnaissance. Et c'est important de se nourrir de ça. On dit souvent, quand tu rentres un mandat ou quand tu fais ta vente, tu t'offres un cadeau. Et il faut vraiment le dire. Ah voilà, j'ai fait une vente, donc là, je vais me congratuler, je vais me faire un truc pour me faire plaisir. Enfin, peu importe. Parce que ton cerveau, il va se nourrir de ça, en fait. Et il va encore en vouloir. Donc, du coup, pour encore en avoir, va falloir que tu refasses aussi des choses. Et il y a aussi des choses toutes bêtes, comme tu disais, c'est sur des petites actions, c'est de se dire, voilà, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Et la satisfaction personnelle, quand tu te couches le soir, et tu dis, ouais, j'ai fait ça. Bon, là, je me suis plantée, mais par contre, j'ai fait ça à côté. Mais c'est génial que quand tu n'as rien foutu de ta journée, tu as procrastiné sur ton canapé toute la journée, tu as bouffé des conneries parce qu'en général, ça va avec, tu te couches le soir et tu fais « Putain, encore une journée de passée, j'ai rien foutu ». Mais il n'y a rien de pire. Et on l'a tous fait. Hein. J'en parle en connaissance de cause parce que je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation. Les entrepreneurs, tu es obligé. Mais tu as des moments où tu es dans le down. Et c'est très dur de... Et après, va falloir trouver des choses. Enfin, moi, par exemple, c'est le sport. C'est ça qui me maintient à me mettre en action tous les jours, même quand des fois, j'ai pas envie d'y aller. Et ce qui donne aussi une mise en action et une constance, une régularité, une discipline. Parce que c'est de la discipline. Si tu le fais tôt le matin, en plus. Parce que moi, ça me va bien. On est sûr que tu te lèves, quoi. Tu vois, de toute façon, à 6 heures, je suis debout. À 9 heures, quoi. Non, vraiment. J'ai écouté l'interview d'un coach de rugby de très haut niveau hier soir, d'ailleurs. Ouais, c'était hier soir. Mais c'est très formateur pour les entrepreneurs. Bien sûr. Énormément. Exactement. Et qui disait que pour lui, la haute performance, c'était vraiment le fait d'arriver à faire des efforts constants sur une longue durée. Il disait en fait la haute performance, ça tient à ça. Parce que mettre de l'intensité sur une courte période, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire. Par contre, être constant sur une longue période, la haute performance, elle s'obtient que comme ça. Et c'est une réalité. C'est valable dans l'IMO, c'est valable dans le sport, c'est valable dans n'importe quoi. Pour tout. Et je trouvais ça très bien parce que souvent on loue le travail acharné, surtout c'était un peu une mode passé un temps. Mais moi aussi je suis plutôt partisan et j'essaie d'inculquer ça à ma fille, lui dire voilà, fais peu tous les jours, mais par contre dur. Ouais, c'est ça qui est important. Ouais, j'avais un copain au rugby qui était militaire et qui me disait être et durer. J'ai trouvé ça très fort. C'est ça. Karine, si tu as 3 mots pour les conseillers qui nous écoutent aujourd'hui, 3 choses à leur dire pour qu'ils puissent... 3 conseils. Alors, ça va être plutôt une phrase. Performe sur 2025. Ça va être une phrase qui me porte depuis pas mal de temps maintenant. Vas-y. C'est... qu'est-ce qu'elle dit déjà cette phrase ? Purée, je vais l'avoir oubliée, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah voilà. On t'aidera. C'est mon mantra, mais je m'en souviens plus. Ah, t'es vilaine. Allez, vas-y. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as, le principal, c'est qui tu deviens. Bravo, c'est joli. Tu vois, ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. Et je trouve que ça mouline depuis très longtemps dans ma tête. Je l'ai lu, je l'ai entendu encore dans une masterclass, d'ailleurs dédiée à l'IMO il n'y a pas très longtemps, parce que cette personne, en l'occurrence, est intervenue. C'était très drôle, d'ailleurs. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et en fait, c'est tellement vrai. Ouais. C'est vrai. Tout simplement. C'est une jolie conclusion. Ouais, je suis d'accord. Franchement,
Les filles, super. Merci, j'ai passé un super moment. Tu as un très beau parcours. Merci beaucoup. Effectivement, on invite tout le monde à aller voir les réseaux de Karine. Oui, on mettra tout en description, bien évidemment, comme d'habitude. Non, c'était super. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire sur plein de sujets différents. De séances de sport, tu veux dire? De séances de sport, pourquoi pas. Mais des podcasts aussi, parce que je trouve que c'est vraiment bien de partager comme ça les histoires, les expériences. C'est toujours inspirant. Moi, j'adore. Ouais, et justement, je m'inspire beaucoup des sportifs depuis toujours, mais maintenant, on a de la chance d'avoir des plateformes avec des documentaires incroyables, qu'on aime ou pas le sport d'ailleurs. Bah, tu vois, Simone, tu disais, ils ont fait un super documentaire sur elle. Incroyable. Ouais, incroyable. Moi, ma fille aime beaucoup la gym et on a regardé ensemble, tu vois. C'est très intéressant. Formateur pour elle. Et d'ailleurs, le petit jeune qui est allé faire l'Everest là aussi. Inoxtag, ouais. Ça en avait pris plein la tête, mais en attendant, il a fait quelque chose de fou, quoi. Mais incroyable. Parce qu'il est français, le pauvre. Pas que français, je pense. Ouais, pas que français. Non, mais c'était, même ça, je trouve que c'est un super exemple. Enfin, nous, pareil, on l'a montré à notre fille. Mais de toute façon, à partir du moment où t'es mis, on va dire, en avant, etc., t'as toujours des détracteurs, t'auras toujours des rageux. Et c'est ça aussi qui fait peur aux gens de se mettre sur les réseaux sociaux, c'est de dire, ah, mais on va me critiquer. Mais que tu fasses blanc, gris, vert, rose, bleu, t'auras toujours des gens qui seront jamais contents, qui vont te critiquer. C'est pas grave. Mais tu sais, au-delà des réseaux sociaux, regarde, nous, la difficulté quand tu achètes une voiture et que tu es dans l'immobilier et que tu dis, je vais devoir trimballer mon client dans la voiture. Alors, tu prends une voiture pourrie, on te dit, le mec, c'est pas beaucoup de ventes, vu la bagnole, ok. Tu prends une super voiture, ça va. Tranquille, de visite et 10 000 balles. Donc, comment tu te. tu prends le Scénic, quoi, familial, et au moins, on te dit rien. Mais c'est dingue, dans tous les cas, tu vas t'exposer à un moment donné. Après, je pense qu'il faut être congruent avec, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec ce que l'on veut. Au plus on s'élève, au plus on est sujet au vent. C'est clair. Et voilà. Putain, que des belles phrases là. On était bon aujourd'hui les filles, on était bon. C'est quoi ce podcast? Bon, super. On va conclure ici. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un super épisode. Et puis à très bientôt tout le monde. Merci, Salut. À très vite.